Je jette un coup d'œil au cadran en râlant. 2h30 du mat. Quand il a évoqué un départ matinal, je n'aurais jamais pensé qu'il parlait de partir en pleine nuit. Phoenix, où allons-nous? Ah, c'est une surprise. Allez, va enfiler des vêtements chauds. Chaud? Mais cette île est une véritable fournaise. Crois-moi, madame, j'ai froid même sous 30 degrés à l'ombre. Je souris. Pourquoi penses-tu que je t'ai épousé, monsieur? J'ai chaud même sous un blizzard. Je croyais que c'était pour mes beaux yeux, glousse-t-il en battant des cils. J'éclate de rire. Tes beaux yeux et ta belle gueule. Je l'enlace en passant mes bras autour de sa nuque et l'embrasse avec tant d'ardeur qu'il doit utiliser ses facultés pour s'éloigner de moi. Nous n'avons pas le temps pour ça malheureusement. Je ne peux pas te toucher de toute façon. Sur les lèvres, si. C'est bien le seul endroit, soupire-t-il. Ton corps irradie jusqu'ici. Je suis un soleil à moi seul. Un soleil qui doit se dépêcher, d'accord? Insiste-t-il en se dirigeant vers la salle de bain à une vitesse hallucinante. Pour ma part, je quitte paresseusement le lit en bâillant. Dis-moi, pourquoi cette précipitation? Nous avons rendez-vous avec la reine d'Angleterre? Il glisse sa tête par l'entrebâillement de la porte, une brosse à dents à la main. Si je te dis que oui, vas-tu te dépêcher? Je me traîne jusqu'à lui, laissant mes pieds glisser mollement sur le sol. Non, elle peut bien attendre celle-là, mais je ferai un effort pour Mel Gibson. Il manque de s'étouffer avec la pâte dentifrice. Anna, cet acteur a près de 70 ans. Et alors, quel est le problème? Eh bien, je ne pensais pas que tes fantasmes avaient la barbe blanche. Je lève les yeux au ciel. C'est une chance que je ne t'ai jamais parlé d'Anthony Hopkins. Cette fois, il s'étrangle de rire. Je fronce les sourcils. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. C'est évident, non? Cet homme est un papy. Blessé dans mon amour-propre, je lui lance un regard glacial. Je croyais que nous étions pressés, grognai-je. C'est vrai, car nous sommes attendus par Michael Gambon, admet-il, un sourire malicieux éclairant son visage. Pour ton information, c'est l'acteur qui incarne Albus Dumbledore dans Harry Potter. Je pousse un soupir agacé. Idiot. Quoi? S'exclame-t-il innocemment. Tu m'as dit que tu aimais les barbes blanches. Il quitte la salle de bain en riant, tandis que je me dépêche de prendre une douche. Après avoir séché mes cheveux, je le rejoins dans la voiture, où il fredonne « Dancing in the Moonlight ». Tu sembles en bien meilleure forme que moi, constatai-je en bouclant ma ceinture. C'est parce que je sais ce qui nous attend. Grrr, j'en ai marre des secrets. Pauvre chérie. Tiens, ça devrait t'aider à mettre un peu de vie dans ton beau petit corps, dit-il en ouvrant le toit de la décapotable. Le ciel est illuminé par des milliers d'étoiles, toutes plus brillantes les unes que les autres. Ma mauvaise humeur s'évanouit instantanément alors que je m'exclame « C'est époustouflant ». Je trouve aussi, admet-il en esquissant un large sourire. À présent, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Il augmente le volume de la radio et nous voilà chantant à tue-tête en parcourant la route de terre. Une fois la chanson terminée, je saisis l'occasion pour lui poser la question qui me trotte dans la tête. Maintenant que tu sais que j'aime les vieillards, j'aimerais savoir qui sont tes fantasmes. Tu es mon fantasme, Anna. Je souris, mais insiste. C'est gentil, mais qui d'autre? J'ai besoin de le savoir pour confirmer une théorie. Très bien, l'actrice Saoirse Ronan m'a toujours semblé séduisante. Son rôle dans Les âmes vagabondes était particulièrement captivant. Dakota Johnson, quant à elle, dégage un charme indéniable. Et bien sûr, Emma Watson a une beauté intemporelle qui ne laisse personne indifférent. Je hausse les sourcils. N'est-ce pas cette actrice qui incarne Hermione, dis-je en me rappelant sa coiffure ébouriffée. Il acquiesce avec un sourire en coin. Oui, mais depuis, elle a bien grandi et sa grâce naturelle a conquis beaucoup de cœurs, y compris le mien. Curieuse, je saisis mon cellulaire et lance une recherche sur elle. Je dois admettre que Phoenix a raison, elle est devenue une femme magnifique. Selon toi, qu'est-ce qu'elles ont en commun ces actrices? Je l'interroge. Après un moment de réflexion, il répond. À bien y penser, je crois qu'elles ont toutes un petit quelque chose de toi. Une exclamation triomphante m'échappe. Tu vois, c'est la même chose pour moi. Ces acteurs me plaisent car ils dégagent la même énergie que toi. Dans ce cas, je suis rassurée, dit-il avec un clin d'œil complice, d'autant que je sais que tu ne me quitteras jamais pour l'un de ces hommes. Pourquoi es-tu si convaincue? Demandai-je, taquine. Bah, tu penses vraiment qu'il pourrait satisfaire une jeune demoiselle dans la fleur de l'âge? J'émets un léger rire. Est-ce si difficile de me satisfaire? Malicieux, il secoue la tête.
Non, en réalité, c'est très simple. Je n'ai qu'à me connecter à ton univers intérieur et à me laisser guider. » Sa remarque me ramène avec délice au moment que nous avons partagé la veille. Soudain, une gigantesque montagne se profile à l'ouest, me tirant de ma rêverie. « C'est le volcan Aleakala », m'informe-t-il en fermant le toit ouvrant. « Nous allons admirer le lever du soleil de là-haut. » De là-haut, m'étonnai-je en observant la taille imposante du volcan. Oui, il y a une route qui conduit jusqu'au sommet. Justement, la voilà. Il prend l'embranchement à gauche et nous entamons notre ascension. Après une bonne heure de route, nous atteignons finalement le sommet. À cette altitude, le vent souffle fort et l'air est vif. Sentant le froid piquer, je ressens le besoin d'enfiler ma tuque et regrette de ne pas avoir de veste supplémentaire. Dans l'obscurité qui nous encercle, nous ne voyons pas à plus de 3 pas devant nous. Pour me rassurer, Phoenix prend ma main et me guide jusqu'au belvédère. Une fois installés face au cratère, nous attendons patiemment le lever du soleil. Pendant ce temps, il en profite pour me partager ce qu'il a découvert sur l'histoire du volcan. Alors qu'il me raconte les détails de la dernière éruption, un chant hawaïen majestueux retentit dans les haut-parleurs. « Anna, regarde », lance-t-il en pointant l'horizon. Le soleil amorce son ascension, peignant le ciel d'incroyables nuances de rose et de bleu. En un instant, l'obscurité de la nuit cède la place à une clarté naissante, révélant peu à peu les mystères qui se cachent sous nos pieds. Le cratère se dévoile, parsemé d'aiguilles de lave érodée, créant un paysage lunaire aux teintes de rouge, de gris et de noir. Dans le ciel, les couleurs évoluent du rose délicat au jaune orangé, puis au violet profond. « Tu as vu toutes ces couleurs » m'exclamai-je joyeusement. Cependant, mon sourire s'estompe aussitôt. Une douleur fulgurante et dévastatrice éclate dans ma tête. Les yeux exorbités, je pousse un hurlement en agrippant mes tempes. « Anna, qu'est-ce qui t'arrive » s'affole-t-il. La pression est si intense que je suis incapable de répondre. Je continue de masser mes tempes avec désespoir, cherchant vainement un soulagement. « Rentrons à la voiture » déclare Phoenix, sa voix empreinte de panique. Malheureusement, la douleur me paralyse jusqu'aux jambes, me submergeant comme une vague de flammes dévorantes. Il me soulève avec précaution, ordonnant aux touristes de nous laisser passer. Quelques secondes plus tard, je suis étendue dans la voiture, prisonnière de cette douleur lancinante, comme si un incendie ravageait mon être. « Anna, je t'en prie, dis-moi ce que tu as » supplie-t-il. Peinant à discerner sa silhouette, mes yeux semblent enfoncés dans mes orbites. Il pose sa main sur mon front avec une exclamation alarmée. « Bon sang, tu es brûlante. Je vais te ramener à la villa au plus vite. » Sa voix n'est plus qu'un lointain écho, perdu dans les ténèbres où la souffrance et la noirceur règnent en maître. Enveloppé dans ce sombre tourment, je ne ressens plus que la brûlure dévorante, un feu implacable se propageant à travers chaque fibre de mon être, me consumant tel un brasier. La douleur devient insoutenable et dans un élan de désespoir, je supplie l'inconscience de m'envahir. Pourtant, mes prières restent sans réponse. Malgré mes tentatives pour appeler à l'aide, ma gorge n'est plus qu'un son rauque, comme un tuyau calciné. Soudain, je sens ses mains s'enrouler autour de moi et je déduis que nous sommes arrivés à la villa. La douleur persiste, s'infiltrant toujours plus profondément en moi. Après m'avoir déposé délicatement dans le lit, il applique une compresse d'eau froide sur mon front. « C'est peut-être une insolation », pense-t-il à voix haute. J'essaie de secouer la tête pour nier, mais chaque mouvement semble être comme des lames de rasoir rouillées. Et là, sans prévenir, une présence sinistre s'infiltre dans mon esprit, m'arrachant toute maîtrise de moi-même. À garde, je saisis la main de Phoenix avec force, criant à en déchirer la gorge. Il a pénétré dans notre monde. Terrifié par la violence des pensées qui m'assaillent, mon corps est secoué de convulsions incontrôlables, comme pris dans les serres d'une force invisible. « Nom d'un chien, Anna, qu'est-ce qui se passe » s'exclame-t-il, sa voix chargée d'inquiétude. Je l'entends, parviens-je à articuler difficilement. « Qui ça » demande-t-il, le ton empreint de préoccupation. Mon crâne semble sur le point d'exploser sous la douleur lancinante. Je m'efforce de secouer la tête pour repousser les pensées abominables qui me prennent d'assaut. J'entends ce qu'il pense. C'est horrible, je murmure avec peine, mes mots se perdant dans le tourbillon de ma détresse. Soudain, une sensation d'aspiration me saisit, comme si des dizaines de tentacules venimeux m'attiraient inexorablement dans les ténèbres. Et puis,
tout devient noir. Quand mes paupières se relèvent, je vois Phoenix arpenter la chambre, son cellulaire à la main. D'habitude, il gère les crises avec calme et détachement, mais quand il s'agit de moi, son sang-froid vacille. « Jeanne, je te recontacte plus tard, elle est réveillée », annonce-t-il avant de raccrocher. En un éclair, il est à mon chevet, sa main se posant sur mon front. « Dieu merci, ta température est redescendue », soupire-t-il avec soulagement. La crise convulsive m'a laissée épuisée et désorientée. Je peine à croire que la douleur a disparu aussi subitement qu'elle est apparue. Et comment mon corps a-t-il pu résister à une telle torture? J'essaie de me redresser, mais je suis trop faible. Phoenix m'ordonne de rester allongé et s'assoit à mes côtés. J'étais sur le point d'appeler l'ambulance, m'avoue-t-il d'une voix chargée d'émotion. Je sais à quel point c'est difficile pour lui de se sentir impuissant et cela m'attriste de le voir dans cet état. Malheureusement, ce que je m'apprête à lui révéler risque de lui causer encore plus de tourments. Phoenix, c'était lui, déclarai-je dans un souffle. Il fronce les sourcils. Lui qui? Apollyon. Enfin, j'entendais ses pensées. Elles étaient pareilles à des flammes de l'enfer, frissonnai-je. À l'évocation de ce nom sinistre, il se retire en lui-même, plongé dans ses pensées, avant de lâcher finalement. « Je suis perdu. Comment peux-tu entendre ses pensées? Es-tu certaine que c'étaient les siennes? » Oui, car j'ai reconnu son énergie, acquiesçai-je avec conviction. Dans mes rêves, il a toujours cette aura très sombre qui l'entoure, et lorsque j'ai capté ses pensées, j'ai eu l'impression d'être encerclée par l'obscurité. C'est comme si j'étais sous l'emprise d'une force maléfique, comme si le mal me possédait. Je marque une pause, tentant de sonder mon esprit. Ce que je vais te confier risque de te paraître étrange, mais je crois qu'Apollyon souffre. Au plus profond de lui-même, j'ai perçu une tristesse immense, camouflée sous d'épaisses couches d'obscurité. C'est une sorte de mécanisme de défense, une manière de se protéger de la douleur qu'il ronge. Comme tu le sais, j'ai moi-même été confrontée à la souffrance, mais ce qu'Apollyon endure semble être d'une intensité bien plus grande. Face à son expression perplexe, je ressens le besoin d'insister, de clarifier davantage mes propos. Je sais que cela semble insensé, mais je ne crois pas me tromper. D'ailleurs, souviens-toi de notre discussion dans la piscine. Tu m'as confié que peu importe la décision que tu prenais, il y avait toujours quelqu'un qui souffrait. C'est peut-être ce qu'Apollyon ressent également, mais pour sa part, il a choisi d'attaquer l'humanité tout entière au lieu d'affronter sa propre souffrance. Il a choisi de l'enfouir au plus profond de lui-même, espérant l'oublier, mais elle persiste. C'est ce qui le rend si amer et colérique, et je crois que c'est pourquoi il aspire autant à dominer ce monde. Les guerres et les conquêtes occupent son esprit, l'empêchant ainsi de se confronter à ce qui se cache au plus profond de ses entrailles. Je prends un moment pour réfléchir, laissant mes pensées s'organiser. Malgré cette nouvelle compréhension, je sens qu'il me manque encore des pièces pour résoudre l'énigme d'Apollyon. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que j'arrive à capter ses pensées et ses émotions, demandai-je enfin. Eh bien, ta grand-mère m'a dit qu'elle t'avait parlé du lien qui existe entre Apollyon et toi. Oui, mais elle a seulement mentionné que nos destins étaient liés. Jamais elle n'a évoqué la possibilité que nos esprits puissent l'être. Un soupir tourmenté lui échappe. Je ne sais pas quoi te répondre, Anna. Comme je te l'ai dit, je suis perdue. Peut-être devrions-nous aller marcher, proposai-je. Il est bien connu que les réponses viennent lorsqu'on s'active. Je fais une nouvelle tentative pour me redresser, et cette fois j'y parviens. D'accord, accepte-t-il. Il y a un jardin non loin d'ici qui n'est pas trop exposé au soleil. On pourrait même faire une courte randonnée si tu te sens assez en forme. Il y a une forêt de bambous qui semble assez extraordinaire. C'est parfait. Et puis je ne veux pas gâcher notre lune de miel, dis-je en baissant les yeux. Et, regarde-moi Anna, d'aucune façon tu ne peux la gâcher, d'accord? Tout ce qui compte pour moi, c'est d'être à tes côtés. Et si tu as envie de rentrer à la maison, j'appelle la compagnie aérienne et... Je l'interromps d'un geste de la main. Non, je suis bien ici. J'adore cette île et je veux en profiter autant que possible. Allons-y, je vais nous préparer des sandwichs. 30 minutes plus tard, nous voici en chemin. Pour rejoindre notre destination, nous devons suivre la célèbre route de Anna, une aventure à part entière. Cette voie sinueuse nous conduit à travers des panoramas à couper le souffle.
Des cascades majestueuses jaillissent des falaises abruptes, tandis que les plages dorées ourlent le littoral, offrant un spectacle saisissant de la nature dans toute sa splendeur. Après avoir longé la côte sauvage pendant près d'1 heure, Phoenix gare la voiture dans l'aire de stationnement bordant la forêt. Il attrape son sac à dos et en sort un tube de lotion solaire ainsi qu'une casquette, veillant méticuleusement à ce que chaque centimètre de ma peau soit protégé. Puis, nous entamons notre marche vers le sentier. À mesure que nous pénétrons dans la forêt de bambous, je suis émerveillée par sa beauté, qui dépasse toutes mes attentes. Je lui exprime ma gratitude pour avoir choisi cet endroit pour notre lune de miel. Ce lieu est aussi parfait que notre mariage l'a été. Je me sens incroyablement chanceuse que ma grand-mère et toi ayez tout organisé avec autant de soin. Il soupire profondément. Tu en as bien assez sur le dos, et depuis ce matin, je ne fais que penser à ça. Je ne comprends pas pourquoi tout cela retombe sur tes épaules. Cela aurait dû être à moi de supporter cette charge, lance-t-il, à la fois consterné et furieux. Pourquoi toi plutôt que moi? Je préférerais 1000 fois subir cette épreuve plutôt que de te voir souffrir une seule seconde. Une lueur de tristesse assombrit ses prunelles. Dans ce cas, tu devrais me comprendre. La femme que j'aime se tord de douleur devant mes yeux et je me sens totalement impuissant. Crois-moi, j'aurais tout donné pour échanger nos places. En plus, c'est moi qui ai côtoyé Apollyon. C'est donc moi qui aurais dû être puni pour mon crime, pas toi. Gagné par la colère, il avance désormais à grande enjambée. Phoenix, attends-moi, le hélège, tentant de le rattraper. Il s'immobilise, me laissant l'occasion de le rejoindre. Excuse-moi, je me suis emportée. Nous marchons en silence pendant quelques instants avant que je ne partage mon point de vue. À mon sens, le fait que j'ai accès aux pensées et aux sentiments d'Apollyon n'est pas une punition. Je suis convaincue qu'il y a une raison à tout cela, et dès que nous l'aurons trouvé, tout deviendra plus clair. Peut-être, sauf que pour l'instant, je ne vois vraiment pas ce que cela pourrait être, et ça me met en rogne. Il reste plongé dans ses pensées un long moment avant de relancer la conversation. Peut-être que si tu me donnes plus de détails sur ce que tu as vécu ce matin, cela m'aidera à comprendre. Les pensées d'Apollyon, pourrais-tu me les décrire? Je vais essayer, j'accepte, replongeant dans mes souvenirs. Tout d'abord, j'ai eu comme une vision du lieu où il se trouvait. C'était sous la terre, dans les profondeurs. Il discutait avec un homme dans une pièce très sombre. D'ailleurs, j'ai entendu son nom. Ça ressemblait à Yekam ou quelque chose du genre. Yekun, sursaute-t-il. Oui, c'est ça, Yekun. Mais attends, tu le connais? Oui, malheureusement. Mais continue, je t'expliquerai plus tard. D'accord. Alors, après avoir eu cette vision, les pensées d'Apollyon ont commencé à affluer dans mon esprit. À ce moment-là, j'ai ressenti comme si le monde s'était vidé de ses couleurs. Il y avait trop de haine, trop de désir de vengeance et de domination. Mais le pire, c'est que ce monstre est en route. Il a décidé de remonter à la surface pour accomplir quelque chose. Il n'a pas l'intention de rentrer chez lui tant qu'il n'aura pas atteint son objectif. De plus, je crois qu'il est à la recherche de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais il semble crucial pour lui de trouver cette personne avant de mettre son plan à exécution. Il m'interrompt, son visage se figeant dans une expression de terreur. C'est Cosma qu'il recherche sans l'ombre d'un doute. Je dois prévenir Jeanne. C'est à mon tour de le couper, cherchant à le rassurer. Non, il n'est pas à sa poursuite. Si c'était le cas, j'aurais déjà alerté ma grand-mère. Son visage reste immobile, fixant l'horizon pendant un instant. Son plan, quel est-il? Demande-t-il enfin. Je n'en ai aucune idée, avouai-je, ma voix trahissant ma déception. J'ai seulement eu accès à une partie de ses pensées, mais je sais qu'il a pénétré dans notre plan de réalité. Soudain, mon regard est attiré par une spectaculaire chute qui se déverse dans un bassin entouré de végétation luxuriante. Je m'arrête pour contempler le paysage et Phoenix en profite pour sortir 2 bouteilles d'eau de son sac. Dans les pensées que tu as interceptées, est-ce qu'il y avait quelque chose en rapport avec toi? M'interroge-t-il anxieusement. La gorge nouée, je le fixe en silence. Anna, dis-moi ce que tu sais, insiste-t-il. Si j'accepte, tu me promets de ne pas t'emporter? Sa mâchoire se crispe, révélant son anxiété grandissante. Tu sais que je ne peux pas te faire une telle promesse, surtout lorsque ta sécurité est en jeu, rappelle-t-il d'un ton grave. Je soupire alors que je prends conscience de l'ampleur des enjeux.
Ce que je ne t'ai pas encore avoué, c'est que lorsque j'ai eu accès aux pensées d'Apollyon, il s'en est rendu compte. « Quoi » s'exclame-t-il, son corps s'agitant sous l'effet de la surprise. « Et c'est maintenant que tu me le dis ?»« Je ne voulais pas que tu te mettes en colère, c'est pourquoi je n'ai rien dit plus tôt, tâche de me justifier. » Son regard se durcit tandis qu'il m'adresse un avertissement sévère. « Anna, quand vas-tu comprendre que ta sécurité passe avant tout? Mais je déteste te voir dans cet état. » « Tu vas devoir t'y habituer, car ce qui nous attend n'est guère réjouissant, » réplique-t-il froidement. « Je sais très bien ce que tu représentes pour Apollyon, et maintenant qu'il est de retour à la surface, nous devons nous attendre au pire. » Une lueur sinistre traverse son regard, me rappelant les moments où il avait été manipulé par Gadrel et Alukia au Mess. « Phénix, tu me fais peur, » marmonna-je en frissonnant. Il inspire profondément, tentant de contenir ses émotions. « Excuse-moi, mais chaque fois que j'envisage la possibilité de te perdre, je deviens fou. »« Tu ne me perdras pas, » déclarai-je d'un ton assuré. « Comment peux-tu en être si sûr? »« Parce que j'ai besoin de croire que nous réussirons à surmonter les épreuves à venir, sinon je n'y arriverai pas. » Projeté dans un tourbillon émotionnel, je me réfugie dans ses bras, cherchant un réconfort qui semble insaisissable. L'angoisse monte en moi à l'idée des défis terrifiants qui nous attendent. Selon les paroles de ma grand-mère, une confrontation directe entre Apollyon et moi est inévitable. Je me rappelle distinctement notre conversation à ce sujet. Si le plan fonctionne, Anna, la Terre se transformera et tu connaîtras enfin ce nouveau monde auquel tu aspires. Mais avant cela, il y a beaucoup à accomplir. Apollyon ne nous laissera pas nous en tirer aussi facilement. Dans quelle mesure est-il impliqué dans cette histoire? Eh bien, ce que je m'apprête à te révéler ne te fera pas plaisir. » Elle avait serré ma main dans les siennes avant d'ajouter « Vos destins à Apollyon et toi sont liés. » Un cri de détresse s'était échappé de mes lèvres. Comment mon destin peut-il être lié à cette bête? Anna, ta véritable identité angélique est Anaël, portant en elle la signification de lumière. Face à cela, Apollyon incarne l'ombre et une confrontation directe est inévitable. L'un ou l'autre doit triompher, et c'est précisément pour cela que tu es venu. Souviens-toi, tu as répondu à l'appel de la source car tu savais que la puissance de ta lumière était largement suffisante pour vaincre Apollyon. Mais comment? J'ai ressenti son énergie et elle est d'une puissance redoutable. Ma chérie, lorsque le moment sera venu, tu trouveras la force. Nous avons confiance en toi. Et puis, tu ne seras pas seule. Nous serons à tes côtés pour mener la bataille. Le fait de savoir que j'aurais toute une équipe avec moi pour l'affronter m'avait rassurée à l'époque, mais maintenant que le combat se profile, une anxiété sourde monte en moi, tel un orage menaçant à l'horizon. L'idée de devoir affronter Apollyon, cette force terrifiante de l'ombre, me laisse figée dans une terreur glaciale. Malgré la confiance de mes proches sur ma capacité à triompher, une part de moi doute encore, une voix insidieuse chuchotant des incertitudes dans les recoins de mon esprit. Et pourtant, je sais que je n'ai d'autre choix que de me tenir prête, de puiser au plus profond de moi-même cette force intérieure dont on m'a assuré qu'elle était là, même si elle semble vaciller dans l'obscurité de l'avenir incertain. « L'espoir, c'est tout ce qu'il nous reste, » murmurai-je à Phénix, sentant mes larmes couler. « L'espoir et l'amour » ajoute-t-il doucement, resserrant son étreinte autour de moi. Un sentiment de sécurité m'envahit alors, comme si ses bras robustes pouvaient nous protéger de toutes les menaces extérieures. « Tu as raison » acquiesçai-je en séchant mes larmes. « L'espoir et l'amour, c'est notre force, notre lumière dans l'obscurité. » Après avoir rangé les bouteilles d'eau dans son sac, nous reprenons notre route alors qu'il me demande comment Apollyon a découvert que j'interceptais ses pensées. Il y a eu comme une connexion entre lui et moi, comme si nos deux énergies s'entremêlaient, expliquai-je. Nous ressentions la présence l'un de l'autre, non seulement dans notre esprit, mais dans notre corps tout entier. La force de cette connexion était telle que nos identités semblaient se fondre l'une dans l'autre. À un moment donné, j'ai même eu l'étrange impression d'être lui. Une intuition surgit soudainement, m'incitant à poser une question. Penses-tu que cette fusion de nos énergies expliquerait pourquoi j'ai ressenti ces émotions? Je le crois, oui. Reste à déterminer comment cette connexion se forme et pourquoi elle se crée. Nous trouverons, ne t'inquiète pas. Il pousse un soupir tourmenté. Ne pas m'inquiéter.
C'est plus facile à dire qu'à faire, marmonne-t-il en me faisant signe de passer devant lui. À cet endroit, le sentier est parsemé de grosses roches, formant une sorte d'escalier naturel. Si jamais tu glisses, je serai derrière toi pour te rattraper, me taquine-t-il, un sourire espiègle ourlant ses lèvres. Je soupire avec une pointe d'agacement, mais à mon grand désarroi, à la dernière marche, mon pied heurte violemment l'une de ces maudites racines et je trébuche. Mon ego en prend un sacré coup et je m'emporte. Je vois des halos de lumière scintiller autour des gens, j'entends les pensées d'Apollyon, je discute avec un ange, mais je ne peux pas faire un pas devant l'autre sans manquer de perdre l'équilibre. Pourquoi est-ce que ce corps me cause autant de soucis? Il réprime un gloussement. Ta grand-mère t'a expliqué pourquoi. Ton âme n'a pas l'habitude de séjourner dans un corps physique. Ou... Il s'interrompt brusquement. Ou quoi? Je demande, curieuse. Ou tu es simplement empoté, va savoir, s'exclame-t-il avec malice. Je pousse un grognement. Phénix Thomas, arrête de te moquer de moi. Boudeuse, je fais le reste du chemin en silence. Nous arrivons à l'aire de stationnement une quinzaine de minutes plus tard et nous nous dirigeons vers notre prochaine destination. Anna, si j'étais toi, je profiterais de cette interruption pour resserrer mes lacets, lance-t-il narquois. Je le fusille du regard, ce qui le fait éclater de rire. Si jolie cette rouquine lorsqu'elle est en colère. Ouais, c'est ça, je grogne en me tournant vers la fenêtre. Tu ne veux plus me parler? Demande-t-il d'un ton plaintif, comme un enfant pris en faute. En guise de réponse, je choisis le silence. Après 3 longues minutes, il dépose sa main sur ma cuisse. Anna? Je me retourne vers lui, affichant un air contrarié. Il réprime difficilement un rire. Je voulais simplement te dire que nous sommes arrivés. Je hausse les épaules, laissant entendre que ma contrariété persiste. Est-ce que je dois comprendre que nous visiterons ce magnifique endroit en silence? Demande-t-il, d'un ton un peu piteux. Ça dépend. Est-ce que tu as l'intention de t'excuser? Je n'ai rien à me faire pardonner. Dans ce cas, je te souhaite de profiter pleinement du chant des oiseaux. Le jardin d'Éden, fidèle à son nom évocateur, se révèle comme un véritable paradis tropical. Les sentiers aux couleurs éclatantes serpentent à travers une profusion de végétation luxuriante. Arbres exotiques, fleurs aux pétales chatoyants et plantes tropicales se disputent l'espace, créant un tableau vibrant de biodiversité. À chaque pas, le parfum enivrant des fleurs emplit nos sens, tandis que le chant mélodieux des oiseaux accompagne notre balade. À travers les feuillages, la vue sur l'océan offre un spectacle à couper le souffle, où les nuances infinies de bleu se fondent dans l'horizon lointain. Après avoir déambulé en silence le long du sentier principal, nous décidons de faire une pause pique-nique près des chutes. Alors que Phénix sort les sandwichs du sac à dos, je lance la conversation. J'aimerais que tu me parles de Yekun. Comment l'as-tu connu? Un éclat d'espoir illumine son regard. Est-ce que ça y est, l'embargo est levé? Eh bien, je considère que tu as suffisamment payé pour ton crime. Il lève légèrement les sourcils, suggérant que mon choix de mots n'est pas tout à fait approprié. Après tout, il n'a fait que me taquiner. Je suis quand même heureux d'entendre le son de ta voix, admet-il, un sourire en coin. Le chant des moineaux n'égale pas la douce mélodie qui sort de la bouche de ma femme. Tu vois, tu es capable d'être gentil. Je suis toujours gentil, glousse-t-il en battant des cils. N'oublie pas que c'est pour ça que tu m'as épousée. Non, je te l'ai dit ce matin, c'est pour ta belle gueule. Nous échangeons un langoureux baiser avant de revenir aux choses sérieuses. Il me raconte comment il a croisé la route de Yekun, révélant que leur rencontre a eu lieu à l'époque où il servait dans l'armée d'Apollyon. Puis, il remonte encore plus loin dans le temps, déclarant que Yekun a été le premier à suivre Apollyon dans sa quête obscure de pouvoir et de domination. Son prénom signifie rebelle, précise-t-il. Après des millénaires à combattre à ses côtés, je peux t'assurer qu'il est doté d'une intelligence remarquable. Vif d'esprit, adroit et extrêmement compétent, je l'interromps dans son élan. S'il est si compétent, alors pourquoi c'était toi le bras droit d'Apollyon? Il contemple l'horizon pendant un long moment, semblant plongé dans ses souvenirs. C'est une histoire complexe, avoue-t-il enfin. Avant de répondre à ta question, je vais devoir te parler des anges. Ils sont en quelque sorte au cœur de cette histoire. On pourrait même dire qu'ils sont à l'origine de la réalité telle que nous la connaissons sur Terre.
Je laisse échapper un soupir de frustration. Malgré les révélations de ma grand-mère sur mes origines angéliques, mon séjour dans les mondes célestes est un blanc dans ma mémoire. Phénix prend une pause solennelle, semblable à celle des présidents en temps de crise. Comme tu le sais, commence-t-il son explication, j'aime explorer l'étymologie des mots. Le terme « ange » trouve ses origines dans « messager ». Créés par la source, les anges ont pour mission de transmettre des messages aux hommes, établissant ainsi le lien entre le ciel et la terre. Leur influence s'étend également sur les humains et la matière. Tu en as été témoin lorsque ta grand-mère t'est apparue sous la forme de l'archange Gabriel, te préservant ainsi d'un danger imminent. Il est également possible pour les anges de se manifester sous la forme de flammes de feu. Cette hypothèse, qu'il avance avec une certitude intrigante, me prend totalement au dépourvu. Sous forme de flammes de feu, répétai-je, incrédule. Oui, c'est bien ça. Plusieurs passages de la Bible en font mention. Si tu le dis, personnellement, je n'ai jamais lu la Bible. Ma mère me lisait des extraits avant d'aller au lit. Mais revenons à nos moutons. Je l'interromps d'un geste de la main. Attends, j'essaie de comprendre. Comment les anges peuvent-ils se manifester sous la forme de flammes de feu? Je n'arrive pas vraiment à m'imaginer. Eh bien, te souviens-tu à quoi ressemblaient les ailes de ta grand-mère? Oui, elles scintillaient comme des diamants dans la nuit. Un sourire étire ses lèvres. C'est la même chose pour les anges de feu, sauf que leurs ailes projettent des flammes au lieu d'étinceler comme des diamants. Je me perds dans mes pensées en fixant l'horizon. Après un moment de silence, il me demande ce qui occupe mon esprit. J'étais en train de me dire que je n'aimerais pas croiser la route d'un de ces anges. Je réponds en frissonnant. Ils doivent être terrifiants. Son regard prend une teinte énigmatique, me faisant froncer les sourcils. J'ai dit une bêtise? Non, non, répond-il rapidement, mais continuons notre discussion. Il ne me laisse pas le temps de répliquer et se replonge dans son explication. Concernant les anges, une autre information importante est qu'ils sont tenus de respecter notre libre arbitre. C'est la source qui leur a insufflé ce concept, afin qu'ils puissent le transmettre à l'humanité. Le libre arbitre, répétai-je pensivement. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cette notion et ses subtilités. Il prend alors le temps de m'expliquer le concept ainsi que ses implications, soulignant que le libre arbitre nous octroie le pouvoir de choisir nos actions, nos pensées, nos voies dans la vie, sans être assujettis à des contraintes extérieures. C'est comme si nous étions les artisans de notre propre destinée, façonnant notre existence à travers nos choix et nos décisions. Lorsque la source nous a créés, ses instructions étaient claires, poursuit-il. Elle désirait que les hommes vivent dans le libre arbitre. Autrement dit, elle souhaitait que toutes les possibilités nous soient accessibles. C'est là l'essence même du libre arbitre, et c'était la volonté de la source à notre égard. Cela englobe toutes les possibilités, telles que nous les comprenons dans notre perception du bien et du mal. Est-ce que tu saisis maintenant où je veux en venir? Pas vraiment, non, je réponds à regret. Il lève alors les yeux vers le ciel, semblant chercher un soutien auprès de ses compagnons célestes dont il me parle. Dis-moi, Anna, comment pourrions-nous choisir s'il n'y avait que le bien? C'est une question intrigante. À vrai dire, je n'ai pas de réponse toute prête. Et si je te disais que la source est à l'origine d'Apollyon, de manière à ce que le libre arbitre puisse être? Je reste sans voix, totalement prise au dépourvu par cette révélation inattendue. Malgré mon état de choc, il continue. Il est important que tu comprennes que la source ne commet jamais d'erreur. Au commencement, lorsqu'elle a créé Apollyon, il était l'ange le plus magnifique et le plus intelligent de tout le royaume. Mais ce qui s'est produit par la suite a bouleversé le cours de l'histoire. En raison de sa grandeur, Apollyon ne pouvait accéder à aucun échelon supplémentaire. À moins que... Il s'interrompt pour prendre une bouchée de son sandwich, me laissant dans l'expectative. À moins que quoi? Demandai-je. Il termine de mâcher puis reprend. À moins qu'il ne devienne aussi parfait que la source elle-même. Comprends-tu, Anna? La seule chose qui était au-dessus d'Apollyon, c'était la source, alors il a voulu s'élever à son niveau. Il a même désiré devenir meilleur qu'elle. Mais pour cela, Apollyon savait qu'il devait se séparer de son créateur. Tant qu'il restait uni à la source, il ne pouvait réaliser son ambition. Alors, il a rompu tous les liens d'amour les unissant pour suivre sa propre voie.
Cependant, il n'a pas agi seul. Apollyon a réussi à convaincre un grand nombre d'anges de le suivre dans sa chute. À leur tour, ils ont rompu tous les liens d'amour les reliant à la source. Il marque une pause pour déguster à nouveau son sandwich, mais pour ma part, l'information qu'il vient de révéler est si cruciale que cela a complètement éclipsé mon appétit. Apprendre qu'Apollyon, autrefois un ange éminent, a choisi de se rebeller contre la source elle-même ébranle les fondements de ce que je croyais savoir. Pour t'aider à comprendre les implications découlant de cette décision qu'Apollyon a prise de couper les liens d'amour avec la source, reprend-il, imagine que tu n'utilises que le lobe gauche de ton cerveau, celui lié à l'intelligence. Tu deviendrais extrêmement brillante. Mais en étant déconnecté de ton lobe droit, le siège de l'amour et de la compassion, tu ressentirais une soif insatiable de conquête et de domination. C'est précisément ce qui s'est produit. Apollyon et les anges qui l'ont suivi ont ainsi dressé le tableau pour d'innombrables conflits. Cependant, à cette époque, de nombreux êtres étaient restés connectés à la source par un lien d'amour. À leur tête se trouvait l'archange Michael. Michael, répétai-je pensivement. Au parc du Mont-Royal, tu m'as dit que ma grand-mère avait combattu à ses côtés. En effet, confirme-t-il. La décision d'Apollyon a déclenché une guerre épouvantable entre les deux clans, créant ainsi notre compréhension du bien et du mal. D'un côté, il y a Apollyon, l'ange des ténèbres, et de l'autre, il y a Michael, symbolisant le bien. On pourrait dire que depuis la rébellion d'Apollyon, nous avons eu l'occasion de choisir entre ces deux voies. Troublé par ces explications, j'incline la tête sur le côté, tentant d'assimiler les implications de cette décision. Suggères-tu que la rébellion d'Apollyon a eu des conséquences bénéfiques, bafouillai-je, incrédule. Si c'est le cas, je suis vraiment perdu quant au sens de tout cela. Je t'ai dit que la source ne commettait jamais d'erreur. En créant Apollyon, elle savait très bien ce qui se produirait. Je le fixe avec stupéfaction. Donc, elle savait que ce monstre allait répandre les ténèbres sur la terre. Oui, elle le savait, affirme-t-il d'une voix grave. Hébété, je me prends la tête entre les mains. Mais c'est horrible. Comment la source peut-elle permettre une telle chose? Il laisse échapper un soupir, témoignant de la complexité de la question. Je comprends que cela soit difficile à saisir. Même pour moi, le dessin de cette expérience reste énigmatique. Mais ce que je sais, c'est que rien ne peut être créé en dehors du plan de la source, car son intention est de nous offrir la possibilité de créer tout ce que nous désirons. Elle souhaite que nous soyons libres, et c'est dans ce but qu'elle nous a engendrés. Après avoir médité ces paroles pendant un instant, je propose une brève synthèse. Ainsi, la source a créé Apollyon afin que nous puissions expérimenter la liberté de choisir entre le bien et le mal à travers lui. Il hoche la tête en avalant un autre sandwich. Sous le choc, je ressens le besoin de détendre l'atmosphère. « Si tu m'avais dit cela il y a quelques mois, je t'aurais pris pour un fou », m'exclamai-je. Il éclate de rire. « Pourquoi crois-tu que j'ai attendu aussi longtemps avant de te révéler tout ça? D'ailleurs, je n'ai pas fini. » Je l'espère bien, car je suis toujours dans le flou quant à pourquoi c'était toi, et non Yékoun, le bras droit d'Apollyon. Patience, nous y arrivons. Un soupir m'échappe, les choses n'avançant jamais aussi vite que je le voudrais. Revenons à nos écrits sacrés. Il est communément admis que la Bible, tout comme d'autres textes religieux, a été rédigée par des humains, sujets à l'erreur. Ce que je veux souligner, c'est que ces textes ont très probablement été altérés au fil du temps. Certains passages ont même été retirés et déclarés apocryphes, ce qui a malheureusement conduit à une certaine déformation de la vérité. Ajoute à cela les multiples interprétations possibles des écrits sacrés. D'ailleurs, quand je mentionne Adam et Ève, à quoi tu penses en premier lieu? Au péché originel, je réponds. Et qu'est-ce que le péché originel selon toi? Eh bien, ce que j'ai retenu de mes cours de catéchisme, c'est qu'Adam et Ève ont désobéi, car ils ont mangé le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est effectivement ce qu'on nous a enseigné, et depuis, nous croyons que nous sommes des pécheurs. Voilà l'interprétation que nous avons donnée aux Écritures. L'histoire d'Adam et Ève nous a incité à croire que la source exige notre obéissance, sous peine de punition. Mais si nous admettons que la source soit à l'origine de tout, du bien comme du mal, et qu'elle nous a créés pour être libres, l'histoire du Jardin d'Éden perd son sens traditionnel.
J'esquisse un sourire en balayant le paysage du regard. C'est une drôle de coïncidence que l'endroit où nous sommes porte le même nom. Il esquisse un sourire en retour. Ma mère avait l'habitude de dire « aucune coïncidence que des évidences ». Enfin, tout cela pour te dire qu'Apollyon me porte le plus grand respect. Je le fixe incrédule. Mais il t'a marqué au fer rouge. C'est vrai, mais malgré cela, il continue à me témoigner un profond respect, car il sait que j'ai conscience de sa véritable essence. Souviens-toi, au commencement, il était le plus éminent de tous les anges, le porteur de lumière. Et cette lumière demeure en lui, malgré le choix qui l'a conduit loin de la source. Les liens d'amour peuvent être rompus temporairement, mais jamais pour l'éternité. L'amour reste notre essence fondamentale, notre identité intrinsèque. Bien qu'Apollyon incarne le mal par ses choix et ses actions, cela ne reflète pas sa véritable nature. Comprends-tu mieux maintenant? Ce que nous vivons sur Terre, nos pensées, nos perceptions, nos émotions ne définissent pas notre être profond. Au fond, nous sommes tous lumière, y compris Apollyon. C'est pourquoi il me témoigne un respect particulier et pourquoi j'ai été son bras droit. Parmi ceux qui l'ont suivi, je suis le seul à me souvenir de sa vraie nature. Les autres ne voient en lui que les ténèbres, d'où leur grande crainte à son égard. Troublé par les révélations qui viennent de surgir, je sens le besoin pressant de me dégourdir les jambes. Je finis rapidement mon sandwich et suggère d'explorer un autre sentier. Après un moment de calme, je décide de relancer la discussion. En y réfléchissant, ce que tu viens de partager coïncide avec ce que j'ai perçu chez Apollyon lorsque j'ai accédé à son monde émotionnel. Mais dis-moi, pourquoi cette expression étonnée lorsque je t'ai fait part de mes ressentis? Tu avais l'air perplexe. En fait, c'est plutôt que je ne m'attendais pas à ce que tu sois si perspicace. Tu m'as impressionné. Je n'ai pas vraiment de mérite. Comprendre quelqu'un est bien plus simple lorsqu'on ressent ses émotions. C'est vrai, mais tu aurais pu t'arrêter à l'idée que tu te faisais de lui. Tu as eu le courage d'aller voir plus loin, au-delà de l'illusion. C'est ce qui me fascine chez toi. Tu possèdes cette capacité rare de discerner la lumière, même dans les recoins les plus sombres. Pour être honnête, en ce qui concerne Apollyon, je n'ai perçu qu'un minuscule éclat de lumière, bien loin d'un arc-en-ciel. Il esquisse un sourire amusé. C'est déjà un début, dit-il d'un ton léger. Cependant, son expression s'assombrit alors qu'il souligne qu'il ne faut pas se méprendre. Quand Apollyon s'engage dans un combat, il le fait avec une détermination sans égale. Malgré cette lueur en lui, sur un champ de bataille, c'est toujours l'obscurité qui l'emporte. À nouveau, les paroles de ma grand-mère résonnent dans mon esprit. L'un ou l'autre doit triompher. À ce sujet, comment envisages-tu de l'affronter lorsque viendra le moment? Il laisse échapper un soupir pesant. Pour être franc, mon esprit est troublé en ce moment. Comme je te l'ai expliqué à propos de Gadrel et d'Aluka, je me suis promis de ne plus jamais redevenir l'homme que j'étais autrefois. Maintenant, je me questionne sur la manière de défier Apollyon sans recourir à la violence. Actuellement, la seule réponse que j'entrevois provient de mes propres expériences. Après avoir combattu pendant une éternité, j'ai réalisé que la guerre engendre la guerre. Ainsi, si nous choisissons de nous opposer à Apollyon, nous ne faisons que renforcer sa position. Et même si nous parvenons à remporter la bataille, quelqu'un d'autre viendra prendre sa place. C'est une leçon que mes nombreuses batailles m'ont apprise. L'ombre entraîne l'ombre. Seule la lumière de notre conscience peut nous libérer. Alors qu'il achève sa phrase, un paon aux plumes éclatantes traverse le sentier. « As-tu vu cet oiseau » m'exclamai-je, émerveillé par son plumage chatoyant. « Il arbore tant de couleurs. » Soudain, une pensée surgit. Après un moment de réflexion, je partage. « Tu sais, je crois que je viens d'avoir une idée. Tu as dit « Seule la lumière de notre conscience peut nous libérer. » Et de quoi est constituée la lumière? De couleurs. En fait, je sais que le spectre lumineux est constitué de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En effet, mais où veux-tu en venir? Mon ego ne peut réprimer un sourire. Pour une fois, c'est moi qui ai une longueur d'avance sur lui. Te souviens-tu ce que je t'ai dit lorsque j'ai commencé à intercepter les pensées d'Apollyon? J'ai eu l'impression que le monde perdait ses couleurs. Tu comprends où je veux en venir? Apollyon est tellement immergé dans l'obscurité qu'il voit le monde en noir et blanc. Mais je me demande, si nous l'entourons de couleurs, peut-être que cela l'aiderait à se reconnecter à la lumière qui réside en lui. Il me regarde comme si j'avais perdu la tête.
l'entourer de couleurs. Mais de quoi parles-tu? Je soupire. Je fais référence à Laura. Ses prunelles s'écarquillent. Il vient enfin de saisir. Je savais que j'avais pris la bonne décision en t'épousant. Alors, qu'as-tu en tête concernant Laura? Eh bien, j'ai réalisé que plus notre conscience s'élève, plus notre rayonnement devient puissant. Parfois, il peut même s'étendre sur plusieurs kilomètres. Cela m'amène à penser que si nous parvenons à rassembler un groupe suffisamment nombreux, peut-être pourrons-nous éviter un affrontement direct. Il acquiesce avec enthousiasme. Des personnes dont l'aura est lumineuse. Exactement. Des personnes qui ont atteint un certain niveau de développement spirituel. Si nous nous unissons pour faire face à Apollyon, peut-être pourrons-nous lui refléter sa propre lumière intérieure. Il reste pensif, prenant quelques instants pour réfléchir. Tu sais, c'est plutôt ingénieux, finit-il par dire avec approbation. De plus, cela correspond à ma propre conviction. On ne peut jamais vaincre l'ombre en la combattant directement, et pour qu'il y ait une guerre, il faut au moins 2 parties. Si nous nous présentons devant Apollyon sans avoir l'intention de nous battre, cela pourrait bien changer la donne. Ravi d'avoir trouvé une issue à la menace de guerre qui se profile, je m'exclame « Tu vois, il faut toujours garder espoir. » Maintenant, il ne nous reste plus qu'à résoudre une seule question. Où va-t-on trouver toutes ces personnes? J'ai ma petite idée, mais je pense qu'il serait préférable d'en discuter dans la piscine de notre villa. Avec cette chaleur étouffante, je crains que tu ne finisses par attraper une insolation. D'accord, rentrons alors. Nous arrivons à la villa au milieu d'après-midi et je file directement à la salle de bain. Les événements récents m'ont épuisé et dès que Phoenix a démarré le moteur, je suis tombée dans un sommeil profond, ne me réveillant que lorsque nous avons franchi les grilles. Impatiente de découvrir son plan, je me glisse rapidement dans mon bikini. En me rendant sur la terrasse, je le trouve déjà dans la piscine, son torse sculpté éveillant en moi la flamme du désir. « Tu veux qu'on partage ?» me demande-t-il en me montrant ce qui me semble être un pina colada. « Non merci, je suis déjà somnolente et je crains que le rhum ne me fasse sombrer complètement. Tu n'as certainement pas envie de passer la soirée en compagnie d'un zombie, n'est-ce pas? » Il relève légèrement ses lunettes de soleil pour me fixer dans les yeux. À vrai dire, j'avais en tête un scénario un peu plus coloré que de dîner avec un zombie. Mes muscles se crispent d'anticipation. Quel genre de scénario? Je vais te le dire dans un instant, mais avant, j'aimerais savoir si je peux te toucher. Avec une douceur enivrante, il caresse mon cou du bout des doigts, avant que ses lèvres ne tracent un chemin sensuel de ma poitrine jusqu'à mon front. Je crois que je suis guérie, m'exclamai-je avec joie. Je suis ravie de l'apprendre, mais pour être certain que tu as bien appris la leçon, je vais te faire patienter un jour ou 2. Quoi? Rouspétai-je, mais j'ai déjà appris la leçon. Ah oui? Quelle est-elle? Dit-il d'un ton narquois. En colère, je marmonne. Je dois me tartiner de crème solaire à l'avenir. Tu es satisfait maintenant? Il arbore un sourire victorieux. Très satisfait, et tu vois, ce n'était pas si terrible que ça. Pff, je déteste quand tu me fais la morale. C'est parce que tu es si belle quand tu t'emportes. Je lève les yeux au ciel, décidant de changer de sujet. Revenons à nos moutons. Tu disais avoir une idée de comment rassembler toutes ces personnes. Je croyais plutôt que tu voulais connaître le scénario que j'avais imaginé pour notre fin de soirée. Oui, mais c'était avant que tu ne froisses mon ego. Et il éclate de rire. Mesdames et messieurs, voici ma femme, annonce-t-il avec une pointe d'amusement, comme s'il s'adressait à une foule enjouée. Orgueilleuse jusqu'au bout des ongles. Espérons que tu as retenu la leçon, répliquai-je avec une moue exagérée. Mais revenons aux choses sérieuses. Comment allons-nous trouver toutes ces personnes? Il m'avoue alors avoir eu une vision quelques jours avant le mariage, et je lui confie que Tristan m'en a parlé. Cependant, il n'a rien voulu me révéler de plus. C'est parce que je préférais t'en parler moi-même. Dans cette vision, on m'a montré plusieurs couples de flammes jumelles, dispersées à des endroits stratégiques. En parlant de flammes jumelles, comment as-tu su pour Florence et Tristan? J'ai ressenti l'énergie émanant de leurs 2 âmes réunies à nouveau. Leurs vibrations étaient incroyablement intenses et résonnant dans tout mon être. Puis, leurs visages m'ont été révélés. Ensuite, la vision a évolué, me montrant un réseau de grilles reliant certains points spécifiques de la planète. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait, alors j'ai effectué quelques recherches.
j'ai découvert que ces grilles servent de moyen de communication et d'échange d'informations entre les individus, la Terre et le cosmos. Je le regarde avec surprise. Un réseau de grilles. Oui, et il agit comme une interface permettant aux humains de communiquer avec la planète et vice-versa. D'accord, mais quel est le lien avec les flammes jumelles? Eh bien, ce que j'ai compris, c'est que les couples de flammes jumelles résident à des endroits précis du globe pour que leurs vibrations puissent pénétrer dans la grille, contribuant ainsi à élever la vibration de la planète. Et cela fonctionne dans les deux sens. Le lieu où vivent les flammes jumelles est lui-même un endroit où les vibrations de la Terre sont élevées. D'ailleurs, dans ma vision, j'ai également vu un triangle reliant la France, la province de Québec et le Brésil, avec la mention que ces pays portent une vibration unique. Après une brève pause, il déclare d'un ton formel. Je suis convaincu que c'est là que nous trouverons les personnes que nous recherchons. C'est elles que nous devons rassembler pour éviter le pire. J'acquiesce, mon cœur empli d'espoir, tandis que j'ajoute avec détermination, afin d'éviter d'affronter Apollyon.